Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'électron ne s'effondre pas sur le noyau. C'est une question qui a intrigué les physiciens pendant des décennies. Dans un modèle classique, l'électron chargé négativement est attiré par le noyau positif comme une planète autour du Soleil. Selon les lois de Maxwell, il devrait émettre des ondes, perdre de l'énergie et s'écraser sur le noyau en une fraction de seconde. Pourtant, les atomes restent stables. Ce problème classique, issu du modèle de Rutherford, a été résolu par la quantification de l'énergie et la description probabiliste des orbites électroniques, rendant les états stationnaires stables sans radiation continue. Bohr a joué un rôle clé en reliant la physique classique et la physique quantique. De Broglie a proposé la dualité onde-particule pour la matière, ce qui a inspiré Schrödinger. Pauli et son principe d'exclusion est crucial pour expliquer la nature atomique. Schrödinger est le plus central grâce à son équation d'onde. Born a joué un rôle important également pour l'interprétation de la fonction d'onde de Schrödinger, qui représente une densité de probabilité et non une onde physique. Heisenberg a été très influent grâce à son principe d'indétermination. Et enfin Dirac, grâce à son équation relativiste, a raffiné la stabilité atomique. Max Planck a révolutionné la physique en proposant que l'énergie est quantifiée. Poincaré est le précurseur en relativité et l'électromagnétisme classique, et Einstein, grâce à sa contribution de la quantification de la lumière, l'effet photoélectrique en 1905 et à la relativité. Dans cette vidéo, on explore comment les grands physiciens ont construit cette réponse étape par étape sans se perdre dans les détails mathématiques. Cette idée de quantification a influencé indirectement le modèle de Bohr en 1913 qui introduit des niveaux d'énergie discrets pour les électrons, expliquant leur stabilité et empêchant une perte continue d'énergie dans l'atome. Puis arrive la révolution quantique entre 1920 et 1930. Louis de Broglie et la dualité onde-particule formulée en 1924. Il suggère que toutes les particules, y compris les électrons, ont une double nature. Elles se comportent à la fois comme des particules et comme des ondes. Cela signifie que même si un électron semble être une particule localisée, il peut aussi présenter des phénomènes typiquement ondulatoires comme la diffraction ou l'interférence qui sont normalement associés aux ondes. Pour quantifier cette idée, De Broglie a introduit la relation entre la longueur d'onde d'une particule et sa quantité de mouvement. Lambda égale h sur p, h est la constante de Planck et p la quantité de mouvement ou impulsion de la particule. Cette équation signifie que plus une particule va vite, c'est-à-dire plus son impulsion p est grande, plus sa longueur d'onde est courte. Dans l'atome, l'électron se comporte comme une onde stationnaire autour du noyau, un peu comme une corde vibrante fixée à ses extrémités. Ces ondes ne peuvent exister qu'à certaines énergies précises, appelées orbitales quantifiées, ce qui empêche l'électron de tomber sur le noyau. Grâce à cette nature ondulatoire, il reste dans des orbitales stables. Wolfgang Pauli propose le principe d'exclusion en 1925. Ce principe stipule que deux électrons ne peuvent pas occuper le même état quantique. Cela empêche tous les électrons de se regrouper dans la même orbitale, même si elle est énergétiquement la plus favorable, comme l'orbitale 1s. C'est l'orbitale la plus stable car elle place l'électron au plus près du noyau, maximisant l'attraction électrostatique et réduisant son énergie potentielle. On peut imaginer ça comme une balle qui descend d'une colline pour atteindre un état stable. Elle perd de l'énergie en descendant, exactement comme un électron réduit son énergie potentielle en se rapprochant du noyau, et finit par s'arrêter au point le plus bas, qui correspond à l'état d'énergie minimale ou stable. Les règles quantiques obligent les électrons à occuper des orbitales distinctes, par exemple 1s, 2s, 2p, etc. Leur répulsion mutuelle, due à leur charge négative, crée une sorte de pression électronique qui les empêche de se rapprocher trop du noyau, stabilisant ainsi les atomes complexes. 1926. Nous avons l'équation d'onde d'Erwin Schrödinger. Elle décrit comment la fonction d'onde phi de l'électron évolue dans l'atome. À l'origine, il voyait phi comme une sorte de charge répartie continuellement dans l'espace, presque comme une densité de matière,
et non comme une probabilité de présence. En la résolvant pour l'atome d'hydrogène, il obtient les orbitales atomiques 1s, 2p, etc. Sa fonction d'onde inclut la force électrostatique du noyau sur l'électron à une distance r, mais montre que l'électron ne peut pas se trouver exactement au centre du noyau, r égale 0, dans l'état fondamental 1s, car la fonction d'onde s'annule à cette position. En fait, l'état 1s montre que l'électron reste à une certaine distance du noyau, même si classiquement, l'attraction entre charges opposées devrait le faire tomber. En mécanique quantique, cette attraction est compensée par son énergie cinétique liée à sa nature d'onde et au principe d'indétermination. Autrement dit, la forme même de la fonction d'onde empêche l'électron de tomber dans le noyau. 1926. Max Born introduit l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde. Il apporte une contribution essentielle en proposant que la fonction d'onde phi, issue de l'équation de Schrödinger, ne représente pas une entité physique directe, mais une probabilité. Il explique que phi au carré représente la probabilité de trouver l'électron à un endroit donné et non une densité physique continue. L'électron n'est pas une bille tournant autour du noyau, mais un nuage de probabilité. Cette délocalisation rend impossible l'effondrement sur le noyau. Il n'a pas de position fixe. Par exemple, dans la première orbitale notée 1s de l'atome d'hydrogène, la probabilité de présence de l'électron est maximale à une certaine distance du noyau, environ 0,053 nanomètres, qu'on appelle le rayon de Bohr, et cette probabilité est nulle au centre du noyau. Ensuite viennent d'autres orbitales plus complexes, 2s, 2p, 3d, 4f, etc. Ces orbitales ont des formes avec des lobes, des nœuds, des directions dans l'espace et des énergies plus élevées. La lettre S signifie que cette orbitale a une forme sphérique et continue, sans nœud, ce qui signifie que la densité de probabilité est non nulle partout autour du noyau. Un nœud correspond à une zone où la fonction d'onde est strictement nulle, interdisant la présence de l'électron. L'interprétation de Born est essentielle pour comprendre pourquoi l'électron reste stable dans des orbitales précises et elle complète les idées de De Broglie sur sa nature ondulatoire. C'est cette vision probabiliste qui a été adoptée par la mécanique quantique moderne. Le principe d'indétermination de Werner Heisenberg en 1927. Ce principe stipule qu'on ne peut pas connaître simultanément la position Δx et la quantité de mouvement Δp d'un électron avec une précision infinie. Plus on connaît précisément l'un, moins on connaît l'autre. On peut imaginer une petite balle qui roule dans une pièce totalement noire. Si on l'éclaire avec une lampe pour la localiser, les photons la frappent et la poussent légèrement, modifiant un peu sa vitesse. Pour une balle de taille normale, cet effet est négligeable bien sûr, mais pour un électron ultra léger, un photon peut modifier sa vitesse de manière significative. Et plus on utilise de photons pour déterminer précisément sa position, plus on perturbe sa vitesse. Et c'est exactement ce qui explique le principe d'indétermination Δx fois Δp est supérieur ou égal à h divisé par 4pi, ou plus simplement, Δx fois Δp est supérieur ou égal à h bar divisé par 2, ou h bar égale h divisé par 2pi. Dans l'atome d'hydrogène, ce principe est crucial. Si on tente de localiser très précisément l'électron près du noyau, la précision sur sa position Δx devient très petite. Selon le principe d'indétermination, l'incertitude sur son impulsion, Δp, augmente, ce qui accroît son énergie cinétique. C'est cette énergie qui agit comme une barrière invisible, empêchant l'électron de s'effondrer sur le noyau, un peu comme une abeille qui s'agite dans une petite boîte. Cette énergie cinétique minimale, liée à la nature ondulatoire de l'électron, contrebalance l'attraction électrostatique du noyau, empêchant l'électron de s'effondrer dans l'état fondamental 1s. L'équation relativiste de Paul Dirac en 1928. Il a combiné la mécanique quantique et la relativité restreinte dans son équation, décrivant le comportement des électrons à haute énergie. Son équation a introduit le spin de l'électron et a prédit l'existence de l'antimatière, comme le positron, qui a été découvert plus tard en 1932. Toutefois, son équation n'est pas directement nécessaire pour expliquer la stabilité des électrons dans les atomes simples, déjà bien décrite par la mécanique quantique non relativiste.
Il existe toutefois des cas particuliers et des exceptions. Certains phénomènes influencent les électrons dans l'atome, mais ils n'expliquent pas directement pourquoi l'électron ne s'effondre pas sur le noyau. Dans de rares cas, comme dans certains atomes radioactifs, un électron peut être capturé par un proton du noyau, transformant ce proton en neutron et émettant un neutrino. Ce processus, appelé capture électronique, change l'élément chimique. Par exemple, le potassium 40 devient de l'argon 40. Un autre effet subtil, c'est l'interaction spin-orbite, qui modifie légèrement les niveaux d'énergie des orbitales. Elle résulte de l'interaction entre le spin de l'électron, une sorte de rotation interne, et son mouvement autour du noyau. Par exemple, dans une orbitale P, cette interaction crée deux niveaux d'énergie très proches, notés 2p1,5 et 2p3,5, formant ce qu'on appelle la structure fine des atomes. Le chiffre 2 indique le niveau d'énergie de l'électron, le deuxième niveau, plus loin du noyau que le premier. La lettre P décrit la forme de l'orbitale, qui est liée à son moment angulaire, noté L égale 1. L égale 0 pour une orbitale S de forme sphérique. L égale 1 pour une orbitale P en forme d'altère avec des lobes. L égale 2 pour une orbitale D, et ainsi de suite. Les indices 1,5 et 3,5 représentent le moment angulaire total, noté J, qui combine le moment orbital L et le spin de l'électron, qui est toujours de 1,5. Si le spin est aligné avec le moment orbital, J égale L plus 1,5, soit 1 plus 1,5 égale 3,5, donnant 2p 3,5. S'il est opposé, J égale L moins 1,5, ce qui fait 1 moins 1,5 égale 1,5, donnant 2p 1,5. Il y a aussi le décalage de Lamb découvert en 1947. Cet effet montre une légère différence d'énergie entre les niveaux 2s1,5 et 2p1,5 de l'atome d'hydrogène non prévu par l'équation de Dirac. Cette différence vient des interactions entre le spin de l'électron et les fluctuations quantiques du vide qui perturbent légèrement les orbitales et qui sont liées à un concept appelé l'énergie du point zéro. Cette énergie du point zéro est l'idée que même dans leur état le plus calme, certains systèmes quantiques, comme le vide, conservent une énergie minimale due au principe d'indétermination. Dans le vide quantique, ces fluctuations créent des particules virtuelles qui influencent légèrement les électrons, causant le décalage de Lamb ou des phénomènes comme l'effet Casimir, une force mesurable entre deux plaques métalliques. Cependant, ces effets ont un impact minime sur la stabilité de l'atome d'hydrogène qui repose principalement sur le principe d'indétermination et la nature ondulatoire de l'électron. Enfin, pour les atomes lourds, des effets relativistes peuvent légèrement modifier la taille des orbitales, mais ils n'empêchent pas l'effondrement de l'électron. En fin de compte, c'est l'étrangeté des lois quantiques qui garantit la stabilité des atomes. Le principe d'indétermination, combiné à la nature ondulatoire de l'électron et à la quantification de l'énergie, garantit un équilibre entre l'énergie cinétique et l'attraction électrostatique, maintenant l'électron dans des orbitales stables.